Bonjour et bienvenue dans Sois gentille, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Comme tu l'entends à ma voix, je ne suis pas Clémence Bodoc. Et non, je suis Louise Petrouchka, chargée des podcasts chez Mademoiselle, et Clémence m'a exceptionnellement chargée de présenter l'ancienne petite fille sage qu'elle reçoit aujourd'hui. Pauline Verdusier est journaliste sexo pour différents médias comme Néon, Cosette ou Slate et elle fait partie du collectif Les Journalopes. Son projet du moment s'appelle La Traque, une expérience de réalité virtuelle pour sensibiliser au harcèlement sexuel. Elle recueille des témoignages pour scénariser les futurs courts-métrages de cet outil. Et le crowdfunding de La Traque est d'ailleurs en cours jusqu'au 11 novembre. Sur ce, je te laisse avec Clémence. Si tu aimes Sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir mon invité. Bonjour Pauline. Bonjour. Tu peux te présenter ? Je suis journaliste et j'écris sur la sexualité, les sexualités, le corps, la santé, les libertés, les droits des femmes. Tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Journalopes ? Oui, les Journalopes, c'est un collectif de femmes journalistes indépendantes. Comment t'es arrivée dans ce collectif ? Alors, on est venu me chercher et puis j'étais dans les premières membres. On avait envie d'avoir un bureau. À la base, il y avait un garçon. On ne pensait pas tout de suite à l'aspect non mixte. Mais en fait, c'est venu assez naturellement parce que ce garçon a trouvé un boulot et puis finalement, on était bien entre nous. Et donc voilà, on a trouvé un bureau et on s'est mis à faire une newsletter, à exister sur les réseaux sociaux et à s'entraider. Et pourquoi ce nom, Journalope ? Parce que c'est quand même une insulte de l'extrême droite envers les journalistes. Oui, c'est propre, j'allais dire aux minorités, mais bon, les femmes, on n'est pas une minorité, on a tendance à dire ça, mais disons, c'est propre aux personnes discriminées ou en tout cas critiquées ou pointées du doigt. Que de retourner les critiques ou les insultes ou les stigmates qui leur sont adressés pour en faire un élément de défense et même de revendication. C'est un peu provocateur. Bon, tout le monde ne comprend pas. Genre, mon grand-père pense vraiment que c'est une contraction de journaliste et de salope, ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que c'est pas exactement ce qu'on revendique. Donc, je lui ai bien expliqué que c'était politique. Mais comme souvent, quand il y a un mot qui fait un peu référence à la sexualité ou aux femmes ou un truc sale ou je sais pas, une insulte comme le mot salope qui est pas très heureux effectivement. On pense tout de suite à un truc pas sérieux, un truc trop provoque, vulgaire en fait. Il y a des gens qui trouvent ça vulgaire. C'est un peu dommage. Alors j'imagine que la vulgarité c'est un sujet que tu connais bien, parce que je sais d'expérience, parce qu'on a aussi une rédac sexualité chez Mademoiselle. Les gens font vraiment le raccourci entre sexualité et vulgarité, surtout quand on parle de femmes, parce que chez les hommes c'est sexy, chez les femmes c'est vulgaire. Donc ma première question est, qu'est-ce qui t'a attiré vers le journalisme sur les thématiques de sexualité ? Déjà, le sujet m'a toujours intéressée. J'ai tout de suite vu en fait au collège, peut-être qu'on en reparlera après, qu'il y avait ce truc en fait de comportement différencié en fait envers les garçons et les filles et notamment dans tout ce qui avait trait à ça. C'est-à-dire que les règles c'est sale, les poils faut les enlever, même quand on a 13 ans et qu'on est vierge et qu'on s'en fout et qu'on aimerait bien les garder. Les filles ça doit sucer, si tu sors avec quelqu'un il faut tout de suite rouler des grosses pelles. J'ai même eu droit à un garçon qui m'a dit quand je lui ai dit que je ne voulais pas l'embrasser, qui m'a dit avec une autre je leur ai déjà mis 2 doigts ou des trucs comme ça. Ça c'était genre en 6e ou en 5e donc, Et alors attends, c'était vers quelle année ta 6e, 5e ? Je suis très mauvaise en date donc j'ai eu mon bac en 2010. Donc si tu remontes jusqu'à la 6e, dans les années 2000, quoi, au début des années 2000. D'accord, bonne ambiance. Alors on va revenir au collège, mais oui. Du coup je vais commencer par la première question que je pose à toutes mes invitées, qui est, quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? Ah, quand j'avais 7 ans ? C'est quelle classe 7 ans ? C'est le CP. C'est l'âge de raison, tu sais. Ah, ok. Alors, je pense que j'étais telle que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire extrêmement anxieuse. Et en fait, en CP, justement, ça va encore plomber l'ambiance, mais en CP, en fait, j'ai eu mon premier baiser non consenti. C'est-à-dire que j'étais assise en fait avec mes copines et on faisait des trucs cool entre copines comme on peut faire en ronde.
On devait parler, on devait s'amuser. Et là, il y a un mec qui me terrorisait, qui me courait un peu après. C'est marrant parce que j'ai aucun souvenir de lui par ailleurs, donc vraiment, je m'en foutais de lui. Et en fait, il m'a attrapé par les épaules, il m'a soulevé de terre et il m'a collé contre son visage, quoi. Donc en fait, je me dis, et ça répond à la question d'avant aussi, je me dis en fait, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui je m'intéresse à la sexualité, mais dans ce cas-là de très heureux et dans ce cas-là de très triste aussi, parce que je considère que les violences sexuelles, ça fait partie de la sexualité dans le sens où c'est indissociable en fait dans un cadre de société patriarcale et difficile et oppressante pour les femmes notamment. Et aussi pour les hommes, mais beaucoup pour les femmes. Et je me dis, mais en fait, justement, quand on me demande, mais pourquoi ça t'intéresse tellement le sexe, pourquoi tu parles tout le temps de ça, de rapports, de règles, de trucs, je dis, mais en fait, déjà, c'est au cœur de la vie, c'est au cœur de ma vie. Ça renvoie à une colère que j'ai en moi aussi, parce que je pense que j'ai une image peut-être parfois un peu lisse de journaliste sexo, sexy, cool. Donc voilà, une fille jeune, blanche, hétéro, qui parle de sexe en disant c'est cool le sexe. Et ben en fait, ça plaît à plein de gens, mais ça m'énerve parce qu'en fait, en vérité, moi j'essaie de faire des enquêtes et j'essaie de dénoncer des choses aussi. Et en fait, mon métier et pourquoi je suis une journaliste sexo, c'est nourri de beaucoup de colère en fait. Et c'est nourri de tout ça. Une colère qui, tu es en train de l'expliquer, remonte à finalement... est-ce que tu dirais que c'était des événements que tu as vécu comme ce baiser forcé, on va dire, au CP, des choses des événements subis ou des événements dans lesquels tu étais actrice, mais aujourd'hui, forcément, tu as un regard d'adulte sur toutes ces histoires? Je pense que c'est un mélange. En fait, je dirais pas que j'ai été totalement conditionnée par des événements négatifs que j'ai vécus. Je pense que il y a une part aussi de prise de pouvoir de ma part, ou en fait, et de possibilités, parce que j'ai grandi dans un milieu plutôt favorisé. J'ai pas eu de problème. J'étais très bonne à l'école. J'étais pas stigmatisée, je sais pas, pour ma couleur de peau, pour mon orientation sexuelle, pour mes mauvaises notes, pour mon comportement. Justement, je cochais en fait toutes les cases. Mais en fait, ça m'a quand même permis aussi de m'en détacher et en fait mon engagement aujourd'hui il est fait d'émancipation vis-à-vis de ça et en même temps de ces éléments-là, mais ouais surtout de la prise de distance que j'ai eue par rapport à ces événements. Mais je suis pas sûre qu'après ça soit que des événements négatifs qui m'aient fait m'intéresser à la sexualité en tant que journaliste. Je pense que c'est un vécu profond et un sentiment de méconnaissance et d'inconnu et de sujets extrêmement riches complètement sous-exploités. Et puis je dirais même un peu après, cyniquement, je me suis rendu compte que c'était un bon business aussi pour moi et je me rendais compte que j'étais bonne là-dedans. Donc ça, c'est l'élément positif. En fait, j'étais bonne pour raconter ces histoires. Et ça m'a plu et c'est une partie de l'histoire. Et l'autre partie de l'histoire, ça m'a intéressée parce que ça me touche particulièrement en fait. C'est intéressant. Tu sais, j'ai une expression pour décrire ce processus. Moi, je parle de retourner une carte privilège. C'est-à-dire, c'est une situation dans laquelle t'es pas favorisée. C'est-à-dire t'es une femme dans une société patriarcale, tu l'as dit, dans laquelle les femmes sont victimes de violences sexuelles et sexistes. Donc, t'as pas la bonne carte en main. T'as plutôt une carte privilège contre toi, privilège que tu n'as pas. Néanmoins, comme t'es pas tout à fait en bas de la chaîne non plus, tu peux jouer, c'est-à-dire ce n'est pas entièrement la vie va être compliquée, et tu trouves le moyen quelque part de retourner à ton avantage, de faire une force de quelque chose que sinon par ailleurs tu pourrais subir. Et j'ai plein d'exemples comme ça de gens qui retournent, j'appelle ça vraiment une retournée de carte privilège, tu vois. Je le dis beaucoup pour les femmes qui se prostituent par choix, parce qu'elles ont décidé que c'est comme ça qu'elles voulaient se sustenter, s'épanouir et grand bien leur face. C'est pareil dans une société patriarcale, encore une fois, c'est cette configuration qui fait que vraiment il y a des hommes qui du coup payent pour avoir des relations sexuelles avec des femmes. Au bout d'un moment, même si dans l'idée je cautionne pas une organisation juridique, légale dans laquelle on viendrait légitimer cette inégalité entre les hommes et les femmes dans ce rapport, puisque 99% des clients de la prostitution sont des hommes, peu importe que la prostituée soit un homme ou une femme en face. Mais néanmoins, je comprends totalement la démarche des individus qui retournent à leur avantage ce système
absolument hallucinant. Disons que dans la théorie, je suis très indignée et je comprends vraiment l'indignation et c'est vrai qu'en fait, on ne devrait pas avoir à payer pour du sexe, on ne devrait pas avoir ce rapport marchand avec des femmes, mais moi, je pense que je défends un féminisme pragmatique. En fait, il faut protéger et guider. Et en fait, moi, quand j'écris des articles, que ce soit sur les violences sexuelles ou, je sais pas, sur le clitoris, sur comment parler de sexe dans son couple, c'est sûr que d'une partie théorique, je me dis, en fait, et j'ai une copine qui dit ça très bien, coucher avec un mec, de toute façon, c'est coucher avec l'ennemi, ils comprendront jamais. Et quelque part, c'est vrai, et je suis d'accord avec ça. Et en même temps, je suis dans un pragmatisme qui fait comment on fait avec ce merdier, en fait. Et c'est ça la carte privilège, c'est effectivement on est dans un merdier, ça serait bien qu'il n'existe pas, sincèrement, parce que franchement c'est trop dur, mais de ce merdier-là, il sort des choses, des livres, des témoignages, des initiatives. Ça fait un peu libéral de dire ça, mais en même temps il faut bien s'accrocher à quelque chose, quoi. Je pense que c'est pas contradictoire avec justement les deux démarches. Pour moi elles sont complémentaires. La démarche libérale en fait qui passe par l'empouvoirment individuel, j'appelle ça. Évidemment au bout d'un moment personne va changer ta vie à ta place, donc do it. Personne n'a dit que c'était facile, on a juste dit que c'était potentiellement la seule solution. Et en même temps évidemment c'est profondément injuste que ce soit les mêmes qui aient besoin de faire des efforts pour se sortir de leur situation ou améliorer leur situation, alors que peut-être qu'en tant que société on pourrait redistribuer les cartes. Je vais revenir à ton parcours. Oui. Le principe de ce podcast, c'est que je t'envoie une liste de questions et tu choisis celle qui te parle le plus. J'aurais pu deviner que tu étais une bonne élève, car tu as répondu aux questions. J'ai répondu à toutes les questions. Et du coup, je vais te poser une question que j'aime beaucoup. Merci de l'avoir choisie. C'était quand la première fois que tu as défendu ton avis ? Alors, comme je suis très scolaire, j'étais très scolaire, je suis moins maintenant, mais quand j'étais au collège-lycée, mon but dans la vie c'était d'avoir des bonnes notes, et d'avoir des amis. J'avais des amis, j'étais bien entourée. Mais du coup, je pense que mine de rien, comme ça occupait beaucoup de ma vie, et quand même c'était une stimulation intellectuelle, là où j'ai défendu mes avis, c'était dans le domaine scolaire. Et donc, je pense qu'un des premiers travaux dans lesquels je me suis affirmée, j'ai dû exposer mon avis, parce qu'en fait, dans l'école française, on n'apprend pas du tout à exprimer son avis haut et fort et à argumenter, peut-être dans certains cours d'anglais où c'était juste pour apprendre à parler anglais, mais on est complètement dépossédé de ça, en fait. Et du coup, j'avais fait un TPE, donc travaux pratiques encadrés. Je crois que c'est travaux personnels encadrés. Travaux personnels encadrés, ouais, merci. C'est effectivement un devoir pratique, un projet pratique concret. Et qu'on doit présenter l'année du bac. Voilà. Donc ça, c'était au lycée. Et donc là, je l'ai fait sur le sexisme dans la pub. Et en fait, j'avais vu toutes les pubs, Tom Ford, Dolce & Gabbana. Et en fait, ça m'avait vraiment frappée. Je m'étais jamais intéressée à ça. Et du coup, ça m'avait semblé tellement ahurissant que j'avais fait ce TPE. Et on était une petite équipe de filles. Et c'est vrai que c'était moi qui étais assez directive, qui avait dirigé le contenu éditorial. C'était assez, je m'en souviens, assez fort. Et en fait, de façon plus marrante, c'est aussi au lycée que j'ai commencé à affirmer fortement mes avis sur tout ce qui est de la tolérance et de la bienveillance vis-à-vis de la sexualité et du corps. Donc finalement, ça remonte quand même un peu. Donc à mes 18 ans, je suis dans un lycée privé où il y a beaucoup de Versaillais, bizarrement, qui étaient trop nuls dans leur lycée de riches à Paris et donc qui étaient envoyés en Touraine dans ce lycée en pensionnat. Donc des enfants de gens... il y avait des aristocrates avec des particules, des gens assez cathos. Et donc moi, mes meilleurs potes, ils avaient des noms à particules, ils étaient hyper cathos. Et du coup, on avait des discussions complètement lunaires où en fait, il y en avait un qui m'expliquait qu'il avait dû expliquer à sa sœur ce qu'étaient les règles, parce que ses parents étaient complètement démissionnaires sur le sujet. Genre, c'était complètement hallucinant comme discussion. Et alors que les deux parents, je vais te dire, mariés, présents, même si beaucoup de boulot, voilà. Mais donc, du coup, moi, je lui donnais un peu d'infos sur les règles et je lui disais à quel point j'étais choquée, en fait, et à quel point, pour moi, l'éducation parentale aussi se concevait
dans une forme d'éducation, enfin sur son corps, sur ses fluides, sur sa façon, d'être dans un corps de femme. Et puis après, on a parlé d'homosexualité, on a parlé de pratiques sexuelles. Et je me souviens, j'ai des souvenirs de récréation entière où en fait, je leur faisais une espèce de cours magistral où je leur disais, en fait non, là c'est ok, genre voilà. Et puis je sais pas si je parlais de harcèlement à l'époque, mais je pense que je parlais aussi du fait que les mecs avaient pas en fait à décider pour nous, ou décider ce que c'est qu'être un vrai homme, ou ce que c'est que d'être une femme. Et en fait, j'ai un souvenir d'être moi-même ultra affirmée. Et en fait, j'aime bien cette image de moi parce que j'étais toujours très anxieuse et toujours avec la volonté de plaire. Enfin voilà, c'est hyper cliché, hyper scolaire. Tout ce que la société en fait attend des bonnes petites filles. Et malgré tout, j'avais 2 mecs en fait avec des noms à particules suspendus à ma bouche pendant des récrés de 2 heures le midi. Et en fait, je pense que c'est vraiment là que j'ai commencé à exprimer mon avis et ça a une totale résonance avec ce que je fais aujourd'hui. C'est incroyable quand j'y pense en fait. Et tu sais d'où ça te venait, cet intérêt pour ces sujets? C'était des lectures que tu faisais? Ouais. J'avais lu les monologues du vagin et je t'avais trouvé ça tellement génial. En fait, j'étais contente qu'on parle enfin de ma vie, de la vie. Parce que pour moi, la vie, c'est pas que l'économie, le sport, la politique. Enfin, le sport, c'est intéressant, l'économie, la politique aussi. La mode, c'est intéressant, le maquillage, c'est intéressant. Enfin, tout est intéressant en fait, mais il n'y a pas de sujet futile. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est le cœur de notre quotidien. Le cœur de notre quotidien, c'est d'avoir un corps, c'est de le sentir. C'est nos relations amicales, nos relations filiales. Et en fait, je lisais aussi Psychologie Magazine, il y avait plein de trucs, je me reconnaissais pas dedans. Et puis je me reconnaissais, enfin voilà, et donc j'ai lu aussi des nouvelles érotiques, j'ai lu Anaïs Nin, et chez moi on parlait de sexualité en fait. C'est ça aussi qui m'a ouvert l'esprit, parce que je sais que j'ai déjà demandé à ma mère si c'était mal de sucer ou des trucs comme ça, et c'était totalement ok en fait, et elle m'expliquait bien que le plus important c'était de faire des choses parce qu'on en avait envie, et que n'importe quelle pratique pouvait être belle si elle était faite par amour, et que c'était à moi de décider. Enfin, elle a eu un super discours sur ça, et je sais qu'on parlait de ça à table. Enfin, mes parents sont cathos aussi, mais ça a jamais été un problème quoi. Et donc je pense que ce contexte là, plus ma mère qui m'a invité à lire Anaïs Nin, les monologues du vagin, principalement c'est ça les 2 bouquins je pense qui m'ont vraiment éveillée. Ouvert l'esprit, ouais. Ouais. Et je me souviens d'avoir lu une nouvelle érotique à un de mes premiers mecs, peut-être même mon premier mec sérieux, où en fait c'était une scène mais hyper violente, si je me souviens bien. C'était une nouvelle d'Anaïs Nin avec une mise à mort sur la place publique d'une femme ou d'un homme, je me souviens plus. Et en fait, il y avait une foule et il y avait une femme en fait, je crois, qui se faisait pénétrer par derrière dans la foule et qui en avait envie. Et c'était ultra violent comme nouvelle, mais vraiment ultra violent. Et je me souviens d'avoir lu cette nouvelle à mon mec, donc là j'avais 18 ou 19 ans, dans un parc, et là il m'a regardé hyper bizarrement, et là je me suis dit ouais ok, donc en fait ça m'intéresse, ces trucs là, je sais pas trop encore ce que ça va donner, mais voilà, j'ai des fulgurances comme ça, et c'est marrant parce que c'est parmi mes souvenirs les plus forts en fait de cette époque. Tu disais que tu parlais facilement de sexualité avec ta mère. T'avais quel âge à peu près quand tu lui as demandé si c'est mal de sucer, et est-ce que tu sais d'où venait la question? Parce qu'elle est anglaise la question, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Déjà au collège, franchement dans mon collège c'était horrible. Dans mon collège public, enfin je pense pas qu'il y ait forcément des différences publiques-privées, mais déjà c'est là où ce garçon m'avait dit moi je te dois, ou je sais pas quoi, que il y avait des simulations genre de sodomie, enfin derrière les filles. Des références à la sexualité mais permanentes. En fait c'était une dictature quoi. Enfin vraiment, j'exagère à peine. Je me souviens que même à l'évocation du mot genre blanc ou liquide, ça devait forcément évoquer le sperme, et donc tout le monde était mort de rire. Et évidemment le sperme n'est pas une autre forme de fluide. Et donc moi j'arrivais dans le collège, j'étais complètement tétanisée par ça. Parce que moi, ça me parlait pas du tout, et j'avais pas du tout envie en fait d'avoir des rapports sexuels à cette période-là. J'avais pas envie qu'on me touche là, j'avais pas envie de m'épiler, j'avais pas envie de voilà. Et en fait, je pense que c'est pour ça que je me suis mise à poser des questions. C'est pour ça que et donc c'était vers 14-15 ans. Et donc j'ai dû dire à ma mère, est-ce qu'il faut que je m'épile la chatte? En plus, je l'ai fait, je l'ai fait à la cire. Je l'ai fait une fois dans ma vie. C'était à 14 ans. Je pense que c'est une énorme violence en fait. Je pense que c'est limite gravé dans mon corps. Enfin, ça peut peut-être paraître exagéré, mais moi je pense que c'est hyper violent. Et donc ouais, maman, est-ce qu'il faut s'épiler la chatte, le sexe? Est-ce que sucer c'est mal? Parce que forcément j'entendais toute la journée, ouais, faut sucer, elle a sucé machin. Moi j'étais là, waouh, donc ça veut dire, oui, on m'avait dit, si t'es pas sorti avec quelqu'un de manière un peu poussée, donc j'imagine avec ce qu'on appelait du touche-pipi, ce qui est horrible, absolument horrible pour évoquer les caresses quand même. Si t'as pas fait ça avant le lycée, tout le monde va le savoir. Tout le monde va le savoir, et t'auras trop l'affiche. Là, oh mon Dieu, du coup c'est pour ça. Et mes parents m'ont tellement rassurée, enfin
pas tellement parce que j'étais quand même méga anxieuse et je pense qu'ils m'ont pas assez rassurée dans mon enfance, mais ils ont quand même essayé, ils ont été très à l'écoute. C'est ouf parce que donc on a 5 ans d'écart environ. Et moi j'étais dans un collège public aussi en Moselle, 900 élèves. Collège qui mélangeait vraiment 3 milieux sociaux assez distincts. Déjà il ratissait toute la campagne, donc t'avais tous les enfants des villages, moi c'est un village dans lequel t'as le clocher, la mairie et c'est tout. Donc pas de contact avec l'extérieur on va dire, parce que bon, avant d'avoir le permis, tu sors pas. Et il y avait les enfants de la cité minière dans la ville, donc plutôt classe sociale assez défavorisée, des parents qui sont déjà à la retraite alors qu'ils ont 40 ans, ou alors des mineurs déjà cassés, etc. Enfin, il y avait encore des mines et c'était la fermeture à cette époque. Et il y avait aussi la cité des immigrants, donc là c'est plutôt les fils et filles d'immigrés du Maghreb, mais dont la plupart étaient là depuis plus longtemps que mes propres grands-parents. C'était une vague d'immigration un peu la même, c'était avant les guerres, bref. Et donc dans ce collège, c'était vraiment melting pot quoi. Enfin, et la même chose que toi. Je peux raconter la même chose que toi, c'est-à-dire les sous-entendus, tout ça. Alors un peu moins cru, c'est-à-dire un peu moins explicite sur il faut sucer, il faut ceci, il faut cela. Sans doute j'étais aussi alors j'étais moins anxieuse je pense, donc j'étais un peu plus protégée de tout ça. Vraiment je les regardais en pensant vous vous bluffez. C'est-à-dire que les gens qui racontaient les trucs qu'ils ont fait, je suis là en fait par exemple quand ils parlaient de ce qu'ils faisaient à des meufs et de combien de doigts ils mettaient, des trucs comme ça, j'étais là anatomiquement non, moi j'ai suivi les cours d'SVT. Je pense que vous mentez. Donc moi j'étais trop naïve. Franchement, moi je gobais tout, j'étais hyper influençable et tout, impressionnable. Non, aussi. mais tu vois, c'était des trucs du style, ouais, tu vois, on s'amusait avec des fruits et légumes, j'ai commencé par des concombres, on a fini avec des aubergines et je suis là, non, je pense pas. En fait, si tu mens là-dessus, tu mens sur beaucoup de choses. Donc, il y avait cette partie-là, mais c'est vrai que je suis sortie, moi, de mes années collège et lycée, en ayant une culture porno, alors que je n'ai jamais regardé un film porno de ma vie. Mais même encore aujourd'hui, quand je couche avec un mec que j'ai rencontré en soirée, un truc comme ça, donc que je connais pas, je sais si c'est un consommateur de porno ou pas. Alors que vraiment j'en ai jamais vu, mais juste par le comportement, par des réflexes ou des acquis, on va dire, qui me paraissent à moi lunaires, parce que oui, forcément quand j'ai des relations avec des gens qui ont leur propre habitudes par exemple, qui sont pas celles du porno, qui sont les leurs, la différence elle est manifeste quoi. Déjà ils savent que tu connais pas la Corée. Mais c'est comme je danse le rock, tu vois, et quand tu danses le rock avec un nouveau partenaire, déjà tu t'adaptes à sa prise, comment il prend la main, etc., à comment il dirige. Ça prend quelques temps de suivre son lead. Et après tu suis, et en fait toutes les passes qui sont faites, oui lui il connaît les pas, mais si il dirige mal t'arrives pas à suivre, et si tu connais pas les pas, il y en a plein que tu peux pas inventer. Et je pense que c'est pareil avec la sexualité et avec plein de positions. Bien ouais, il y en a plein qui sont tu connais le pas de base, mais il y en a plein d'autres, en fait faut communiquer, sinon tu connais pas quoi. Et vraiment désolé, j'ai pas regardé le manuel en ligne. Je connais pas la Corée et c'est manifeste quoi. Mais c'est fou, donc à 5 ans d'écart je constate que moi ce que j'ai vécu, tu l'as vécu encore plus fort quoi. Ouais, ça m'étonne pas tant que ça. C'est pour ça en fait aujourd'hui tous les discours alarmistes sur le porno, en vrai, moi j'ai jamais regardé de porno quand j'étais au collège, j'en ai regardé après, mais ça m'a pas empêché. Après voilà, moi ma génération, les gens regardent, les garçons voyaient du porno. Je sais pas comment c'était vraiment avant, mais en même temps, je sais pas, peut-être qu'il y a 50 ans, on harcelait aussi les petites filles, et puis, je sais pas, il y avait d'autres formes en fait de violence. Je suis pas sûre que ça soit que le porno. Alors évidemment, c'est sûr que d'être biberonné au porno toutes les années collège, ça doit pas faire beaucoup de bien ça doit pas améliorer ce qu'on a vécu toi et moi, tu vois. C'est ça. De mon temps, je parle comme si j'étais vieille, putain. De mon temps, il n'y avait pas de smartphone et il n'y avait pas de porno à la récré, mais il y avait Canal+ le samedi soir, voilà. Et il y avait Mon grand frère m'a raconté que, et j'ai piqué une cassette à mon oncle quand je suis allée chez lui le week-end dernier, et il faisait tourner ça, et puis après il y a eu les disquettes, il se passait des disquettes avec des trucs dessus, donc c'est juste que cette influence elle est plus prégnante aujourd'hui, j'imagine, oui. Mais ça existait déjà avant, c'est juste sur d'autres supports.
Et d'ailleurs, du coup, comme je parlais de ma mère, je peux dire aussi que le jour où j'ai fait l'amour, enfin pas le jour même, mais quelques jours après, je lui ai dit, j'étais quand même hyper gênée. Et tout ce qu'elle m'a répondu, c'est quand même mythique, c'est d'accord. Et en fait, c'était peut-être pas tout de suite après, mais pas longtemps après, elle m'a dit j'en peux plus, est-ce que je peux le dire à ton père? C'est genre, s'il te plaît. Et franchement, c'était sa seule réaction notable, quoi. Sinon, c'était genre, ça a été tout. Enfin voilà, donc c'était marrant. C'est une des questions, non? La première fois que tu as eu une relation sexuelle. Ouais. Pourquoi t'as choisi cette question? En fait, je crois que c'est aussi mon côté scolaire où elle était dans la liste, donc tu t'es dit. Ouais. Non. Après, je sais pas si c'est hyper notable, mais en gros, si quand même, ça peut être positif de dire ça dans un podcast, c'est de dire donc c'était consenti, c'est ce que j'ai écrit, c'était consenti, j'ai pas saigné et j'ai pas eu mal, donc pas dans mon souvenir. Déjà, c'est pas mal. Et en même temps, ce qui m'a fait chier, c'est de me dire, je me dis que c'est pas mal, mais je dis est-ce que ça veut dire que ça c'est les éléments minimaux pour que ça aille, mais en même temps, est-ce que ça en fait quelque chose de satisfaisant? Je suis pas sûre, surtout que en fait, j'ai découvert que c'était un mec qui était en couple, beaucoup plus âgé que moi, enfin de genre 4-5 ans, mais donc j'avais 17 ans à cette époque-là, c'est quand même un gouffre. Enfin, t'as l'impression que c'est un gouffre. Ouais. Et en fait, c'est fou parce que je crois que j'ai rencontré sa copine des années plus tard et qui m'a dit qu'en fait, elle était sortie avec lui et qu'il la trompait, enfin tout le temps, et qu'elle était pas du tout au courant. Et en fait, il est possible que donc ma première fois, c'était dans un cadre de tromperie, même si j'aime pas ce mot. Et je trouve ça horrible, quoi. Je trouve ça. Pourquoi? Je suis pas moralisatrice, hein. C'est moi-même, j'ai trompé, on m'a trompé, enfin c'est la vie. Mais je sais pas, en fait ce mec savait pertinemment que c'était ma première fois. Et je trouve que un mec cool, il aurait dit réserve-toi ça pour quelqu'un d'autre, quoi. Ça aurait été classe de dire ça, mais lui il était pas classe, hein. Je reviens sur ce que tu disais, rien de notable, donc c'est notable. Ouais, je pense que c'est toujours notable en fait, le rien de notable, parce que je pense qu'on a toujours, en fait, les filles ont toujours dans la tête le côté tu enfanteras dans la douleur, donc ta première fois dans la douleur, tu vas saigner, enfin tous ces mythes là sont toujours très très prégnants, donc ouais, je pense que c'est. Et il y a l'acceptation de la douleur. Quand je me plains d'avoir un peu mal quand je vais chez la gynéco, ma mère ne comprend pas. En fait, quand je lui ai dit que j'ai eu trop mal quand on m'a mis mon stérilet, par exemple, elle ne comprend pas. Elle me dit mais non, mais vous êtes dans la plainte aujourd'hui, vous êtes trop dans la plainte. Mais c'est ça aussi. Enfin voilà, c'est ça être une femme. Et je me souviens, je me suis fait harceler par un de mes profs, et je sais que ma mère m'avait dit oui, elle m'avait beaucoup écoutée et tout ça, et elle m'avait dit mais c'est aussi ça être une femme. Et en fait, je trouve ça horrible parce que en même temps, elle a été vraiment d'un grand soutien et d'une écoute et importante pour moi, et c'est quelqu'un d'exceptionnel, je pense. Mais c'est horrible parce qu'elle avait tellement intégré ça qu'elle voulait presque me le transmettre, et que même de dire que en fait la douleur, l'accouchement, mais on oublie tout, voilà, tout ça, c'est cette amnésie de la douleur en fait que sont censées intégrer les femmes. Mais moi je me dis, je suis vraiment pas d'accord en fait. Moi, à quel moment je dois avoir mal? Toutes les histoires que j'entends, mais de trucs de femmes, on leur retire leur stérilet, mais n'importe comment, elles ont trop mal. Alors je sais que ça fait mal, mais on leur pose mal 1 fois, 2 fois, on leur dit pas, on les informe pas, et on leur dit. J'ai même une copine qui me disait ils m'ont pas dit ça parce que peut-être qu'ils pensaient que j'étais douillette, ou peut-être que si, que ça. Je dis non, attends, c'est bon, tu connais ton corps, c'est des médecins. En fait, t'as pas à t'excuser d'avoir mal quand on te fait mal. Et ça, je suis vraiment en colère contre ça, et ça, je serais jamais d'accord avec ça. Pour ma mère, quoi. Et c'est pour ça que je dis que quand même, j'ai pas eu mal, et c'est quand même un fait notable, c'est finalement, ouais. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de colère à un moment donné sur cette. Il y a une forme de résilience dans cette transmission de l'acceptation de la douleur, comme si refuser cette douleur, c'était tomber encore plus bas dans la chaîne alimentaire, et de renoncer à se battre quelque part. Et pour moi, finalement, c'est tout le contraire. C'est justement commencer par déterminer que ça, c'est pas normal. On n'est pas d'accord pour subir ça. C'est au contraire se rendre plus forte pour mener les combats qui méritent de l'être, quoi. Ouais. Après, j'aime bien quand on se vante entre filles, c'est contradictoire, de genre tolérer la douleur, mais dans le sens où on dit oh là là, mais s'il avait 1/4 de ce qu'on a, mais laisse tomber, il serait mort, là on serait en train de les tirer par terre, de les traîner, ils seraient la langue pendante, ils auraient tellement mal. Et ça rend en colère, mais ça fait rire aussi, on se dit ouais, quand même, on est forte, quoi. Mais tu sais, je pense qu'une de mes scènes préférées de
toutes les séries que j'ai pu voir de toute ma vie. C'est une scène de la série Sense8 où, je sais pas si tu connais. Je l'ai pas vu. Ok, donc dans Sense8, le principe c'est que tu as 8 personnages qui sont connectés émotionnellement par la sensation aussi. Et donc pareil, par exemple, s'il y en a un qui a un mal au cœur, qui a ressenti une énorme tristesse, tous les autres vont la ressentir. Et donc un matin, il y en a un qui se réveille et qui est là, j'ai tellement mal au ventre, je suis en train de crever. Il est en train de paniquer. Tu le vois, il dit à son mec, putain, je sais pas ce qui m'arrive, mais là vraiment faut que tu m'emmènes à l'hosto, je vais pas survivre et tout. La panique totale. Scène suivante, tu vois une des 8 meufs connectées en train de changer un tampon dans la toilette parce qu'elle avait ses règles et l'autre il était en train de ressentir la douleur de règles et il n'en pouvait plus. Ah oui. J'étais morte de rire. Et oui, les mecs. Oh là faut là. créer un simulateur. Faut faire des stages de formation. On a parlé de sexe, mais j'aimerais qu'on parle d'amour. Yes. C'est quand... Alors, tu m'as mis comme question, la première fois que tu es tombée amoureuse, c'était quand et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, elle m'a posé un peu des problèmes, cette question, parce que en fait, limite, c'est même comme la première fois. Enfin, là, je vais sembler très militante et tout, mais en fait, tout ça, c'est aussi c'est un peu théorique, et puis c'est aussi lié à ce qu'on s'imagine ce que c'est la première fois, à ce qu'on s'imagine ce que c'est que l'amour. Enfin, ça fait cliché, mais de dire, en vrai, la vraie première fois, c'est peut-être sûrement la première fois que j'ai un orgasme avec un mec, enfin, je sais pas, ou la première fois que j'ai genre lâché les vannes et que je me suis pas mis sur le dos parce qu'il fallait, enfin, parce que quelque part, une petite voix me disait que c'était ce qu'on attendait de moi. C'était peut-être ça, en fait, ma vraie première fois. Mais bon. Et donc la première fois où je suis tombée amoureuse, bon, c'est compliqué comme question, mais du coup j'ai mis je suis tombée amoureuse d'acteurs parce que je trouve ça cool, parce que je les érotisais et ça je trouve ça cool en fait. Donc j'érotisais Daniel Radcliffe, George Clooney et un acteur qui joue dans Street Dancers. C'est un film sur des battles de rap, enfin de danse et sur du rap. Et l'acteur, j'ai oublié son nom, mais il était très beau et vraiment j'en étais dingue. Genre, il était magnifique. Et après ça, j'ai eu des petits copains, et en fait mon premier petit copain, donc je l'ai mis parce que c'est quand même notable aussi, c'était un mec que j'ai rencontré dans un festival au lycée en seconde ou en première. Et en fait, j'ai réalisé au fil de la relation que son ex était enceinte de lui, et en fait il a disparu quand elle a accouché. Donc c'était quand même un drôle de truc, surtout pour moi, la petite minette d'enfants cathos bien rangés avec leurs 4 enfants et leur petite maison, leur pavillon, être avec quelqu'un qui avait plein de problèmes, des problèmes d'addiction, des problèmes psychiatriques aussi, je pense, c'est possible. Voilà. Et en fait c'était horrible parce que j'avais plus d'intimité. En fait, même ma médecin généraliste, elle avait appris je ne sais comment que je sortais avec lui parce que c'était une petite ville. Et son fils qui me connaissait lui en avait peut-être parlé. Et elle m'avait parlé de lui, elle m'avait dit quand même, il faut pas que Pauline sorte avec ce mec. Elle avait dit ça à son fils qui était venu me le rapporter. J'étais là, mais déjà, enfin, je crois qu'en plus elle a violé le secret professionnel en disant que justement il avait des problèmes et tout. Et moi j'étais pas au courant. Enfin bref, un énorme truc. Genre moi je trouvais ça mais scandaleux. Et mon père travaille dans le milieu hospitalier aussi, on en a parlé et il trouvait ça absolument scandaleux aussi. Donc bref, voilà, c'est lui, j'étais vraiment amoureuse de lui, mais bon, il m'a fait beaucoup souffrir. Et comment tu décris la sensation de tomber amoureux? Je pose la question parce que je la connais pas. Donc ouais, moi c'était l'odeur, enfin il me rendait dingue en fait. On n'a pas du tout couché ensemble. Mais alors pourquoi t'en parles alors tu m'en parles d'abord en parlant d'acteur. Ouais. Et c'est vrai que ça m'intéresse vraiment de pourquoi tu réponds. Est-ce que tu sais me décrire ou me raconter, tu vois, le déclic, le truc qui te fait dire la première fois que je suis tombée amoureuse, c'était de Daniel Radcliffe, tu vois. C'est vrai que là, je compare les deux, je l'ai mis un peu par provocation, mais c'est parce que je pense que, mine de rien, je rapprocherai toujours, en fait, l'érotisme et l'attirance sexuelle de l'amour. Parce que pour moi, pour ma définition, même manière dont je le ressens, c'est comme ça. C'est-à-dire que, les acteurs dont je parlais, je pense que je fantasmais un peu sur eux quelque part, même si j'avais pas vraiment d'imaginaire particulier. Justement parce que nous, on nous incite pas à regarder du porno, on nous incite pas à avoir de l'imaginaire érotique. On nous dit non, les filles, c'est dans le cœur, c'est les émotions, machin. Et je me suis rendu compte qu'on m'a privé d'un imaginaire érotique, genre toute mon enfance, alors que moi, je ne faisais que rêver de trucs où je ressentais plein de sensations physiques et d'excitation, mais où tout ce que j'avais dans la tête, c'était genre des chants et une espèce de baiser romantique.
que j'avais imaginé en lisant des livres pour jeunes filles à l'eau de rose. Je suis là, genre, c'est chiant en fait. Genre, bon, je suis pas sûre que l'imaginaire porno soit forcément mieux, mais au moins t'as un peu de matière, quoi. Le tout, c'est de prendre de la distance. Mais ouais, donc tomber amoureuse, je pense que évidemment, je suis tombée amoureuse du mec après, donc qui s'appelait Kevin, plus que de Daniel Radcliffe. Mais parce qu'en fait, je le sentais. Et genre, on pouvait s'embrasser pendant des heures. Et en fait, pour moi, c'était ça l'amour. Et je pense que c'est toujours un peu ça. Enfin, non, peut-être pas, parce qu'on peut embrasser des heures quelqu'un sans l'aimer d'amour. Mais ça sera une autre forme d'amour. Ce sera un amour amical. Moi, j'embrasse pas quelqu'un pendant 4 heures d'affilée ou 3 heures si je l'aime pas. Je pense que c'est pas possible. À la limite, niquer sans s'embrasser, oui, mais l'embrasser, non. Il y a un truc un peu plus intime. Se respirer et tout. Non, ça pour moi, c'est pas mal réservé à l'amour. Je veux revenir à ce que tu racontais sur l'anecdote de la médecin qui a contribué à faire circuler la rumeur, du coup. C'est ouf. Ça, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. J'ai grandi dans un petit village et vraiment, tout le monde est au courant de ta vie. Vraiment Facebook avant l'heure, c'est-à-dire que t'as pas besoin de mettre un statut, tout le monde sait. Et je me demandais comment tu vivais ça, que tu avais vécu ça en t'intéressant aux questions de rapport au corps et de la sexualité comme tu le racontais depuis le lycée. Il y a de quoi se faire une réputation, non ? Ouais, alors à l'époque, j'étais pas aussi dévergondée qu'après, parce que ma liberté, je l'ai prise en arrivant à Paris et justement en me noyant dans la masse et genre et voilà, en ayant des amants et tout, mais d'ailleurs c'est même après ça, c'est assez récent, quoi. Donc non, au lycée, réputation, franchement, j'en faisais pas des caisses. Alors c'est vrai qu'à un moment j'avais embrassé un mec à une soirée, alors tout le monde en avait parlé pendant je sais pas combien de temps. Puis alors tout le monde me faisait la morale. En fait, on me disait mais pourquoi t'es avec ce mec, avec le Kevin là ? Pourquoi t'es avec ce mec, il est horrible et tout. Et personne respectait mes choix en fait. Alors c'est sûr que c'était pas le mec idéal, mais ça me faisait vraiment chier qu'on respecte pas mes choix parce que j'étais pas sous tutelle, j'avais pas de problème de capacité de raisonnement. Bon, ok, dire oh oui c'est vrai que je comprends pas, mais bon, voilà, je veux dire je me faisais pas de mal en étant avec lui. J'ai pas l'impression. Et ça m'a beaucoup pesé en fait. Mais sinon en termes de réputation. En fait, j'avais pas trop la réputation parce que je sortais pas trop justement avec des mecs parce que au collège, j'étais pas prête. Et puis après, c'était avec Kevin. Donc là, c'était pas tant une question de réputation que de me dire oh là là, c'est limite le déclassement social ou alors mais qu'est-ce qui te prend voilà. Et puis après, juste après lui, je suis sortie avec un mec BCBG très bien sous tout rapport. Donc en fait, j'ai pas vécu de shaming particulier à ce moment-là. Et aujourd'hui, dans ta carrière professionnelle, c'est des choses qui t'arrivent ? Non. En fait, je pense que j'ai de la chance. En fait, j'ai l'impression... En fait, ma force, c'est que je pense qu'on m'écoute. Et justement, dans les questions que tu as posées, il y avait quand est-ce que tu t'es rendu compte de ton potentiel ou de tes capacités ? Que tu avais un pouvoir. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est très ambigu. Parce que, en fait, je pense que j'ai un pouvoir... d'avoir les idées en place, de pouvoir les dire, de pouvoir les écrire et d'avoir de la chance de le faire et d'en vivre, c'est encore mieux. En revanche, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est parce que je coche plein de cases et ça m'énerve parce que j'ai un pouvoir, parce que quelque part je suis un peu normée en fait. Tu vois, j'ai pas, je sais pas, mon apparence ou ma sexualité, ou la façon dont je parle, ou mon milieu social, tout ça, encore une fois, ça joue dans le fait que j'ai ce pouvoir. C'est évident. Et ça j'en ai totalement conscience, en fait. Et c'est en ça que ça m'énerve, parce que ça veut dire que t'as le droit d'être une femme, mais uniquement si tu coches plein de critères de lisseur, de lissage, de bienséance et tout. Alors après, j'ai encore du plaisir j'ai du plaisir toujours à dire à la radio ou dans des articles des trucs que je pense vraiment, des trucs qui sont pas forcément normés, qui sont surtout pas normés justement, j'écris sur le BDSM, j'écris sur là je suis en train d'écrire sur le périnée justement, et même je vais parler de fuite urinaire et puis je m'en fous et puis c'est hyper important et voilà, et ça, j'ai cette liberté là qui est hallucinante, mais il y a une petite part de moi qui me dit ouais mais regarde, franchement, je vais chez une psy pour pas que mes problèmes d'anxiété se voient trop. Je me maquille parce que je me dis au moins si jamais j'ai l'air de pas aller bien, au moins j'aurais l'air peut-être un peu mignonne, un peu bonne, quoi. Et en fait, je me déteste de penser ça me saoule. Mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'en même temps, c'est comme ça que j'y arrive
Enfin, c'est affreux, peut-être que je m'en émanciperais plus tard. Par exemple, ma mère, si elle m'entendait là, elle serait pas d'accord. Elle me dirait, mais attends, mais tu fais ce que tu veux. Elle me dirait, mais moi, regarde, j'en ai rien à foutre de ce que je mets. Et puis, ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Et sûrement, mais après, elle a été aussi mère au foyer longtemps. Elle est travailleuse sociale. Voilà, elle vend pas forcément sa personne. Moi, je suis journaliste, je suis précaire. J'essaie de vivre de ma plume, mais je vends une espèce de concept, en fait. Et c'est ça qui est un peu ambigu, parce que je me dis, bah, si j'ai ce pouvoir, c'est aussi parce que, bah, c'est ok pour les femmes comme moi de parler, en fait. Et je trouve ça trop triste parce que il y a d'autres, enfin, il y a vraiment une place à faire, notamment médiatique, à d'autres femmes, en fait. D'autres femmes qui représentent d'autres choses et d'autres combats et qui sont mieux placées, en fait. Je pense pas que tu prennes la place de qui que ce soit. Non, je la prends pas, mais je me dis juste que ça m'énerve, en fait, de me conformer à des trucs, parce que je pense que je me conforme encore beaucoup à ce qu'on attend de moi, et ça m'énerve parce que je peux pas trop m'en empêcher pour l'instant. Oui, bah, pour reprendre mon exemple des cartes, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, quand tu dis je coche des cases, t'as un certain nombre de cartes en main, et l'arnaque de ce jeu auquel on joue tous et toutes, c'est que les femmes ont jamais une main gagnante. Ouais. tu peux gagner des tours, tu peux remporter des parties, mais fondamentalement on n'a pas dans nos cartes la main gagnante, alors que chez les mecs il y en a plusieurs. Déjà il y a le mâle alpha, donc il gagne sur un terrain, il est le mâle alpha, mais après dans chaque catégorie, tu vois, si par exemple t'es un mec mais t'es gros, tu peux être le gros rigolo, le gros, le bon copain, tout ce que tu veux. Si t'es une femme et que t'as la carte gros, désolé, t'es négligée. Voilà, c'est ta faute, tout ça, feignante, tout ce que tu veux. C'est forcément négatif. Alors, et les mecs, ils ont plusieurs possibilités. Et encore une fois, quand je dis ça, je dis pas du tout que ils gagnent à tous les coups. Et que c'est facile. Non, bien parce sûr. qu'effectivement, les cartes sont très très nombreuses dans ce jeu. Clair. Et selon la main que tu as à ce moment-là et ce qui est en train de se passer dans ta vie, dans la société à ce moment-là, on n'est pas tous gagnantes. Mais en fait, dans le jeu des femmes, par exemple, même si t'as la carte, t'es super belle, c'est compliqué aussi parce que tu vas être victime de plein d'autres choses. Alors, tu vas avoir plein de facilités, tu vas pouvoir socialiser extrêmement facilement, mais te faire harceler beaucoup plus. Enfin, ce type de choses, tu auras moins de crédibilité. Dès que tu voudras faire des choses un peu intellectuelles, on remettra sans arrêt en cause ta légitimité à être là parce que t'es quand même un peu trop belle pour exercer ce métier et être arrivée là où t'es sans avoir sauté des étapes, pour le dire de façon pudique, mais pas moins dégueulasse. Non, mais en fait ça va jamais, parce que par exemple moi j'aime bien me maquiller, et le nombre de mecs qui m'ont dit mais arrête de te maquiller, t'es tellement mieux au naturel. Et je suis là, mais putain, mais allez tous vous faire voir, parce que en fait c'est moi qui décide de mettre mon maquillage. Alors c'est vrai que j'ai dit que j'avais tendance un peu à me conformer, et il y a sûrement des attentes sociales là-dedans, mais justement je suis en train de me construire mon identité, elle est encore mouvante, et j'ai envie de me mettre, je crois que là je suis capable d'affirmer, en fait j'ai envie de me mettre du maquillage. Certes c'est peut-être pour me conformer à certaines attentes, mais en fait ça me plaît, enfin c'est aussi mon rituel du matin, ça me relaxe énormément, j'écoute la radio, j'écoute des podcasts en me maquillant, enfin en fait c'est hyper important pour moi, et j'adore ça, j'aime bien sortir maquillée, j'aime bien mettre du rouge à lèvres et tout. Et je déteste ça, parce que en même temps, dès que tu mets pas genre ton trait de eyeliner parce que justement tu trouves que t'as un joli teint et tout, et ben après on va te dire ah, putain t'as l'air crevé quoi. Surtout l'anti-cerne, vraiment l'anti-cerne. C'est ça. Tu le mais une semaine, un jour tu le mets pas, tout le monde est là, t'es malade. Mais ça m'énerve tellement, j'en ai trop marre. Enfin je sais, mais foutez la paix à mon visage en fait. Enfin là je suis revenue de vacances, je suis un peu bronzée, et j'ai un pote qui m'a dit ah ouais je t'ai jamais vu aussi bronzée, pourtant tu forces pas mal sur le fond de teint d'habitude et tout. Je suis là, mais t'es sérieux? mais laisse-moi vivre ma vie. Et jamais, évidemment, il y a de commentaires comme ça faits aux mecs. Enfin, tu leur fais un commentaire sur comment ils sont rasés ce matin, tu sais? Mais moi, jamais, mais je suis hyper choquée. Enfin, j'ai déjà entendu des potes dire oh, elle a fait ses 30 ans. C'est des mecs quand même qui sont à moitié chauves avec du bide à bière et tout. Hein, et des poils partout. Enfin, après, j'adore les poils, mais genre, mais en fait, mais pourquoi vous dites ça? Enfin, c'est affreux. Et surtout, la notion de ce qui est beau, moche, maigre, gros, pas beau, pas lisse ou quoi, c'est absurde, et c'est complètement débile quoi. Les canons de beauté, autant se les approprier et jouer avec, c'est sympa, et c'est sûr que ça rend la vie facile quand tu débordes pas trop des cases, ça t'aide socialement et tout, mais c'est d'une tristesse en fait de considérer ces catégories là comme des fins en soi et des trucs qui définissent ton identité. Ça me déprime. Surtout si c'est les autres qui définissent cette identité. Ah oui, voilà, encore plus. Il y a une question que tu as retenue. La première fois que tu as eu peur d'un homme, de l'autre, et je découvre donc que tu as été cyberharcelée. Oui. Dans quelles circonstances? Ouais, je pense que là, j'ai vraiment eu peur.
mais comme plein d'autres femmes qui ont été cyberharcelées, c'est pas pour me faire plaindre en particulier, mais c'est une expérience qu'il faut partager, je pense. En fait, j'ai écrit un article sur la sexualité en banlieue pour le site Vice, et ils ont eu la mauvaise idée de retitrer ça de manière vraiment pas élégante en mettant comment baise-t-on en banlieue, un truc comme ça, un truc irrespectueux qui rendait pas hommage au papier. Parce que le papier, c'était juste des témoignages, en fait, de jeunes que je connaissais, des amis d'amis. Et c'était des gens qui racontaient leurs galères de contraception, baiser dans les voitures et tout, des histoires, quoi. Et voilà. Et du coup, je me suis pris une grosse vague de cyberharcèlement, mais qu'en même temps, je comprenais, parce que... Et puis il y avait le double truc parce que je suis blanche, je parle de banlieue, il y avait tout ça et je le comprends, je veux dire, il y a pas de problème. Par contre, ce que je comprends pas, c'est donc les attaques qui sont illégales, parce que ça, j'estime que même si j'ai peut-être fait une erreur ou que j'ai manqué de tag dans mon article ou c'est surtout le titre, je crois, qui a posé problème, j'ai pas à recevoir des menaces de mort ou de viol. Et en fait, là, il y avait un mec qui avait témoigné dans l'article, mais qui en fait qui avait fait de la prison, qui je pense avait peut-être aussi des problèmes d'addiction, et en fait il a senti, je pense qu'il avait une emprise sur moi, parce qu'il savait que je voulais bien faire, que je lui ai fait relire son témoignage, que je voulais que tout se passe bien. Et en fait, quand il a vu ça, il a pété un câble, et je pense qu'il a raison. Mais du coup, c'est parti très loin, quoi. C'était genre, tu sais, la violence, il m'a appelé, il m'a dit qu'il allait me tuer, qu'on allait venir me violer en bande, machin. Vraiment, c'était horrible. Et en plus, c'était quelqu'un que je connaissais, que j'avais rencontré. Du coup, la menace, elle est tangible, tu vois. Le témoignage était anonyme, j'imagine. De lui, ouais. Mais le problème, c'est qu'il y avait une photo de lui il y avait des photos en fait des gens avec leurs mains devant leur visage. Lui était assez reconnaissable, mais bref, il était hyper heurté par le titre, ce que je peux totalement comprendre. Et du coup, j'ai tout fait pour faire changer ce titre, pour faire publier un mot d'excuse par la rédaction et tout ça. T'es freelance, donc en fait. Ouais. Et en plus, j'ai été payée une misère et j'ai eu aucun soutien. Bref. Juste pour que je comprenne comment ça se passe, parce qu'en fait, nous, on change aussi beaucoup les titres entre nous, mais ça se fait toujours avec l'accord de la journaliste. Ah ouais, mais non, en fait, moi, quand t'es freelance, c'est une pratique normale, c'est-à-dire que. J'ai l'impression que c'est normal, mais maintenant, je demande toujours à relire avant publication sur Internet, parce que là, j'ai clairement été victime d'une recherche de buzz, en fait, qui m'a vraiment coûté cher, parce que après. Ça a vraiment réveillé des peurs en moi, et franchement, ça m'a vraiment pas aidé dans ma vie, quoi. Alors après, c'est un risque quand on est journaliste de se faire menacer. Mais là, le problème, c'est que s'il n'y avait pas eu ce titre, je pense que ce mec, il était OK, il avait validé le témoignage. Ouais. Il m'avait dit c'est bien que t'en parles. Et en fait, c'est juste que c'est quelqu'un qui est dans... montrer les muscles, impressionner. Après, j'ai parlé à d'autres potes de cette banlieue-là qui m'ont dit mais non, laisse tomber, c'est que du char, quoi. Il fera rien. Mais c'est hyper traumatisant, surtout de la part de quelqu'un dont tu as voulu respecter la parole et tout, et en même temps ça légitime pas toutes ces menaces de vouloir lui faire plaisir. Et là j'ai vraiment été un peu sous emprise à vouloir tempérer les choses. J'ai pas déposé plainte, voilà quoi. Voilà. Donc là j'ai eu peur. Mais oui, effectivement. J'ai même déménagé, parce que mon adresse était sur internet et tout. Je me suis dit, en fait, j'ai laissé couler. Puis presque un an après, il m'envoyait des trucs, des freestyles, des trucs et tout. Et j'ai dit, je crois que je vais déménager. C'est horrible, hein. C'est pas que pour ça, mais ça a été une raison. Sans me mentir à moi-même, c'est un peu pour ça, je pense. Tu t'es sentie soulagée en ayant déménagé? Je me suis dit, bon, là, au moins, il n'y a pas mon adresse sur Internet, quoi. Mais vraiment, quoi qu'il arrive... donc moi j'ai beaucoup suivi, j'ai suivi de près Marion Séclin quand elle a aussi traversé ça dans une autre dimension, mais et Nadia Dame de loin parce que je la connais pas personnellement, mais évidemment, jeuxvideo.com, j'ai l'habitude. Quoi que tu te dises, quoi que tu écrives, ça ne justifie jamais ce déchaînement de violence. Et quand bien même le titre aurait été irrespectueux ou qui rendait pas hommage à ton papier ou que les gens qui témoignaient dedans se sentaient insultés, c'est jamais une raison, c'est jamais une justification. Et je pense que c'est un truc qui est vraiment important à répéter et à percuter, c'est que d'où vient cette libération de la violence sur Internet où parce que t'es pas d'accord, tu peux te permettre de gueuler. Mais en fait, même ton plombier, quand tu l'as appelé 1 milliard de fois et qu'il finit, il daigne se déplacer et que vraiment t'aurais envie de lui éclater la tête avec une poêle, en fait tu lui ouvres la porte en disant bonjour monsieur, merci d'être là. C'est clair. D'où est-ce que sur Internet du coup tu te permets de déchaîner une violence qui te serait inimaginable dans la vie, quoi. Et je trouve que le contraste était très fort entre la violence que j'ai vue se déchaîner sur Internet, notamment à l'encontre de Nadia Dame. Tu mets ça en parallèle avec comment se comportaient les mecs le jour du procès dans la salle d'audience, les déclarations qu'ils ont faites.
c'est incroyable. Enfin, c'est presque un dédoublement de personnalité à ce stade, d'être aussi rageux et violent. Et à côté de la plaque, après, quand on se retrouve devant le juge, à se trouver des excuses. Presque à pas comprendre, en fait. Et à pas comprendre, à dire « Ah, c'était drôle ». Donc, ok. Je vais poser une question qui, j'imagine, va rejoindre la précédente, mais dans un autre registre. Une question que j'aime beaucoup, que je pose souvent. Le jour où j'ai compris que j'étais une femme. J'aime beaucoup la diversité des réponses à cette question. Alors, c'était quand? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas très positif, encore une fois, parce que ce que j'ai mis dans le document, c'est la découverte du rapport aux hommes, c'est-à-dire le contact des garçons. Donc je pense que... j'ai senti que j'étais une femme quand on m'a rabaissée parce que j'étais une femme, en fait. C'est horrible. Parce qu'avant, je m'étais jamais posé cette question. Alors après... J'ai toujours été très fille, mais c'est pas ça être une femme en fait. Ça c'est juste des cases sociales et tu t'amuses en rentrant dedans ou pas. Et moi je trouve que ça me convenait de rentrer dedans. Je crois que ça me convenait. Et du coup j'aimais bien les vêtements et puis même on attribue ça aux filles, mais bon c'est pas futile en fait le soin au corps et à l'apparence et tout ça. C'est important je trouve. Et les garçons aussi s'en préoccupent. Mais en tout cas j'étais contente d'être une fille. Je pense que j'ai toujours été contente d'être une fille. Je trouvais ça passionnant. Je trouve il y a tellement de choses à raconter. Mine de rien, dans l'oppression, justement, il y a cette idée de sororité, d'humour et de partage. Et je trouve ça tellement riche, en fait, de lire plein de trucs sur nos vies. Parce que nous, on n'a pas peur, en fait. On n'a pas peur de mettre les mains dans notre merde. C'est ça, quand même, qui est cool. Tu vois, chez les nanas. Et moi, c'est peut-être ça, finalement, de manière plus positive, où je me suis rendu compte que j'étais femme et que ça me plaisait, parce que c'est plus ça qui m'intéresse dans la question. C'est que de me dire, en fait, j'aime ce que c'est, même dans la galère, même dans les problèmes que ça induit et dans le fait que je me suis sentie femme parce que je me suis sentie rabaissée pour mon sexe, ce qui me plaît, c'est de me dire en fait je vais dire non et j'ai la chance d'être dans un pays où je peux dire non, où je peux et en fait j'ai senti que j'étais femme et que j'aimais être femme en me disant ah ouais mais alors ça va être un combat et genre je vais écrire là-dessus, je vais écrire là-dessus, ça a du sens et ça va m'occuper et en fait c'est hyper cool de s'occuper avec ça et ça m'intéresse et j'ai envie d'en parler et j'ai envie de partager et tout ce dont on parle sur la charge mentale mais aussi émotionnelle, le fait qu'on porte en fait les émotions d'autrui et qu'on se dise mais comment faire pour qu'il aille mieux, mais mon Dieu mais j'ai pas été sympa, mais oh là là est-ce qu'il a vraiment bien compris ce que je voulais dire et est-ce que je suis suffisamment bien, est-ce que je vais plaire et tout. Bon c'est terrible mais en même temps sincèrement je crois que je préfère largement me confronter à moi-même et aller chercher alors qu'est-ce qui va pas, d'où ça vient, est-ce que effectivement là il y a pas une relation conflictuelle, ouh là là est-ce que celui-là il a pas un petit trouble de la personnalité, il faut que je fasse attention à lui, à elle. En fait je crois que je préfère être dans la merde et me démerder plutôt que de pas être dans la merde ou moins et ne pas me poser de questions quoi. Parce que le nombre de mecs que je vois qui se posent aucune question en fait sur leurs émotions, sur leur manière de s'exprimer, sur leur manière de s'adresser aux autres, sur leur agressivité, sur l'agressivité avec laquelle les gens se parlent, avec laquelle les gens se harcèlent mutuellement, se font du mal, se chient à la gueule, mais dans le milieu professionnel, dans la rue, le taxi qui te dit connasse parce que tu lui as fait une petite réflexion. En fait, je me dis bon, ok, je subis des trucs qui me plaisent pas en tant que femme, mais en même temps, mon conditionnement en tant que femme m'a amené à me pencher sur des sujets qui sont trop intéressants et sur le monde énorme que c'est que même si ça fait un peu naturaliste, mais le monde de je sais pas, des enfants, du corps, de la reproduction, de mon cycle, de ma vie en fait, de mon corps et tout, même si je sais que c'est pas que ça être une femme, je trouve ça trop intéressant. Et le fait que les mecs s'intéressent pas à ce qu'ils ont entre les jambes, sauf dans des optiques de performance, de grandeur, de je sais pas quoi, et de dire voilà faut être dur et tout, mais ils en souffrent aussi hein. Je veux pas nier cette souffrance, mais voilà c'est pour ça que moi je me dis que j'aime bien être une femme parce que mine de rien tout ce qu'on m'a assigné c'est quand même des choses qui me plaisent et que je veux défricher et je trouve ça passionnant quoi. Je voudrais jamais être née homme quoi. Ça, c'est ce que j'appelle retourner une carte privilège. Ouais. Vraiment, c'est un super atout à mettre dans ta pile. Ouais. T'as répondu à la question le jour où j'ai fait bouger les lignes. Ouais. Et je pense que cette réponse est vraiment intéressante.
Tu m'as répondu, j'aimerais que ça arrive, mais je suis pas sûre que ça soit vraiment arrivé. Un message que un mec t'a adressé? Oui, en fait, faire bouger les lignes, bon, c'est beaucoup, hein, parce que moi, je me revendique pas du tout comme ouais, je fais trop changer les mentalités, c'est trop bien, genre mon ONG et tout. Enfin, non, moi, genre, j'aime pas ça, ça m'énerve. Même si je respecte, les gens qui défendent tout ça et qui se voient comme ça. Moi, je me vois pas comme ça. Je pense juste que si on tombe sur un de mes articles, ça fera pas de mal et ça fera peut-être du bien et c'est cool, quoi. Et c'est tout. Franchement, c'est tout ce que je veux faire dans la vie. Et si un jour j'écris d'autres trucs, si un jour je fais un documentaire, en fait, je m'en fous. Et limite, ça m'énerve, en fait. Enfin, désolé aux journalistes qui vont entendre ça, mais ça m'énerve, en fait, les journalistes qui disent « Ah ouais, moi, je veux tel prix. Ah, moi, je veux faire changer une loi. Je veux qu'une loi ait mon nom. » Enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Jamais. Enfin, en fait, c'est cool d'avoir ces ambitions-là. Vraiment, j'admire ça. Mais moi, à aucun moment, ça me plairait. Si ça arrive, trop bien. Et peut-être que je vais travailler pour faire une super enquête un jour ou je sais pas, gagner un truc un jour, mais c'est pas mon ambition. Je pense que une ambition journalistique saine, c'est de dire bah là j'ai écrit quelque chose de juste et peut-être que ça va parler aux gens et ça fait du lien ou alors ça révèle quelque chose d'important et ça dit quelque chose. Et du coup le jour où j'ai fait bouger les lignes, bah c'est un peu cynique, mais voilà, je dis bah il y a un mec qui m'écrit sur Facebook en me disant ouais, j'ai lu ton article sur comment parler de sexe en couple, et il y avait un garçon qui témoignait qui disait des trucs trop bien, qui disait ouais, moi j'ai appris avec une fille plus âgée, je me suis mis dans la position d'apprendre, d'être l'étudiant, et puis maintenant j'ai plus peur même de certaines parties de mon corps que j'explorais pas avant. Enfin bref, c'était très positif. Et donc le mec a dit ça, il a dit oui mais bon, c'est vrai que j'ai compris que bon quand même j'insiste un peu trop avec ma copine pour faire la sodomie ou les trucs comme ça, et donc peut-être qu'il faudrait que je la laisse un peu plus, mais en même temps elle veut pas trop. Et je fais bah est-ce que tu t'es posé la question de pourquoi elle veut pas trop, enfin voilà. Mais je me suis dit bon, si au moins ça a peut-être fait réfléchir ce type-là, je me dis ça en a peut-être fait réfléchir d'autres. Et ce que j'ai ajouté dans faire bouger les lignes, et ça c'est le truc un peu marrant, c'est que mon job alimentaire c'est d'écrire des fictions porno ou de relire du courrier des lecteurs d'un magazine porno. Je vais pas forcément le citer parce que voilà, mais et du coup bah là où je fais bouger les lignes, c'est que quand j'écris mes petites fictions, bah j'essaie de faire des mecs timides, des meufs ultra entreprenantes, des mecs je sais pas, qui veulent bien se faire prendre par des meufs avec des sextoys, je crois que j'ai écrit ça, ouais, ou alors ouais, beaucoup de mecs timides en fait qui osent pas et tout. Je sais pas pourquoi Et donc là je me dis bon, je vais peut-être un peu bouger les lignes, parce que peut-être que s'il y a un lecteur de cette revue qui est un peu timide et qui se dit bon bah j'ai le droit d'être timide et puis j'ai le droit d'avoir une sexualité, quoi. Et puis les femmes, à contrario, elles ont pas besoin d'être des petites choses fragiles pour avoir une sexualité. Ah mais c'est sûr que ça fait bouger les lignes, et je pense que les lignes elles bougent comme ça. C'est pour ça que je fais cette expression. C'est que justement, faire bouger une ligne, c'est pas planter un drapeau sur la lune. T'as pas fait bouger une ligne. T'as pas fait avancer la frontière quand t'as fait ça, parce que ok, ils ont foutu le drapeau sur la lune, mais on n'y est toujours pas. Oui, c'est vrai. On est loin derrière. Faire bouger la ligne, c'est justement augmenter le périmètre de quelques centimètres. Et ouais, t'as des mecs timides qui vont se retrouver dans ta fiction. Parce que tu leur as donné un ancrage dedans et des nouveaux angles de projection. Mais comme le témoignage qui a parlé à un mec qui va se dire ah mais j'ai le droit. Ouais, non mais c'est important. On va arriver vers la fin de cet entretien. Avant que je pose mes petites questions de fin, je voulais que tu me parles d'un projet. Alors tu m'as ramené ta dernière production, c'est ça ? Ouais, j'ai ramené le dernier numéro des Inrocks, enfin le numéro Sexe 2018. Qui sort quand ? Qui sort là aujourd'hui, donc on est le 25 juillet. Et donc dedans, j'ai écrit une enquête en fait sur MeToo et BDSM. Parce que, en fait, dans le mouvement MeToo, justement, on a beaucoup parlé de sexualité plutôt hétéro et plutôt classique, je sais pas ce que ça veut dire classique, mais disons pas kinky, BDSM, c'est-à-dire pas de pratique forcément alternative, la sexualité en gros plutôt dans le lit, plutôt à la maison, avec une pénétration, la sexualité qu'on appelle vanille, je déteste ce mot, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, moi, ça m'intéresse le BDSM parce que j'ai déjà interviewé des dominas, et donc BDSM, voilà, c'est bondage, sadomasochisme et soumission et domination. Et en fait, bon, il y a une sorte de petit milieu parisien BDSM avec des soirées, avec des lieux. Et en fait, j'ai essayé de récolter des témoignages pour montrer que, en fait, donc évidemment, comme dans n'importe quel milieu, les violences sexuelles existent là-bas. Et
Et en fait, ça pose des questions parce que le BDSM se revendique d'une culture du consentement, de safe word, et justement disent ben oui, nous justement on connaît très bien le consentement parce que comme c'est des pratiques à risque, en fait. Voilà, ça en fait partie. Et c'est vrai, et je pense que le BDSM a énormément de choses à apprendre à la sexualité en général et sur notamment en matière de consentement. Et je pense que c'est paradoxal dans l'opinion populaire, c'est-à-dire les idées reçues, c'est le BDSM, c'est du sexe violent, donc il y a plus de violence sexuelle qu'ailleurs, alors que j'ai plutôt la sensation que c'est l'inverse. C'est respectueux et effectivement, et ils me disent à juste titre, ils disent dans un rapport classique, tu vas pas demander est-ce que je peux te pénétrer. Et effectivement, je pense qu'il y a très peu de gens qui demandent à leur partenaire est-ce que je peux te pénétrer, alors que dans le BDSM on va dire est-ce que je peux te fouetter, est-ce que je peux t'attacher, est-ce que je peux te faire ci ou ça. Et donc bon, je pense que ça c'est cool, mais voilà, ça m'intéressait. Alors je marche sur des œufs évidemment parce que l'idée n'est pas de stigmatiser les gens qui font ça, mais l'idée était de dire que en fait attention, parce que en fait il y a des gens qui se servent du BDSM pour abuser des femmes, et en fait on peut pas oublier la structure patriarcale qui fait que quand un mec est dominant et une femme soumise, c'est pas si anodin que ça. Et je fais pas ça pour être moralisatrice, je suis vraiment pas moralisatrice, l'enquête c'est pas moralisatrice, c'est pour dire que en fait on peut plus ignorer ces questions et en fait le BDSM a beaucoup de choses à nous apprendre, et je le dis dedans, et je dis qu'il y a plein d'initiatives qui sont prises pour que les choses se passent bien et qu'il n'y ait pas trop de problèmes de consentement. Mais voilà, il faut voir comment la violence, qu'est-ce que ça veut dire la violence en fait, et même au sein d'un rapport consenti. Et j'essaie pas d'expliquer ça par des trucs psychologisants ou quoi, parce que c'est pas du tout la question, c'est juste de dire par exemple il y a un lieu qui s'appelle la place des cordes où les gens s'attachaient, et en fait il se trouve que il y a je sais plus, c'est 3 ou 4 femmes qui accusent le gérant de ce lieu d'agression et de viol, et le lieu a fermé. Il n'y a pas eu de plainte, mais le lieu a fermé, et on m'a confirmé que ça avait été fermé à cause de ça. Et donc je me dis en fait il faut en parler aussi quoi. Donc ça c'est dans le numéro des Inrecuptibles de juillet 2018. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on pourra retrouver ton enquête, car ce podcast va sortir sans doute en septembre ou en octobre? Ah oui, alors ça sera sur internet, mais peut-être en payant quoi. Eh ben, c'est très bien. Je pense qu'il faut payer pour accéder à un travail de qualité. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Et pourquoi ce podcast sortira en septembre ou en octobre? Parce que on a déjà convenu que je voulais le sortir au moment où tu seras en train de lancer un crowdfunding sur un projet pour lequel on s'est rencontrés justement. Et je voulais que tu nous le présentes. Oui, rapidement, donc ça s'appelle La Traque, c'est une sorte de série documentaire en réalité virtuelle. Donc en gros, on met un masque ou des lunettes de réalité virtuelle et on visionne une vidéo dans laquelle en fait on adopte le point de vue subjectif d'une victime de harcèlement, donc de harcèlement sexuel. Donc là, on a fait un pilote au travail, mais ça a vocation à être dans la rue, dans les transports, à l'université, dans une soirée éventuellement, enfin voilà. Et donc c'est pourquoi donc je fais ça avec Guillaume Clerc qui est réalisateur, et donc parce qu'on pense qu'en fait c'est un outil qui permet en fait de provoquer peut-être plus d'empathie que de voir un témoignage écrit, ou même de voir une reconstitution documentaire, parce que là il y a un point de vue subjectif et un côté immersif avec la VR qui fait qu'on est vraiment dedans. Et en fait ça sert tout simplement un peu à contrer l'idée à contrer la minimisation qu'on entend encore en disant mais non, ça n'existe pas, parce que là du coup en fait c'est des témoignages, ça va être basé sur des témoignages réels, et donc on adopte le point de vue d'une victime. Mais par exemple un mec la reluque ou est hyper agressif, un harceleur, et s'approche super près. Et en fait, quand on termine l'expérience, si on peut appeler ça une expérience, on peut dire, voilà, c'est un témoignage et voilà ce que ça fait en fait. Même si peut-être que la personne ne ressentira jamais ça ou le vivra jamais, ça peut être un outil de sensibilisation. Effectivement, avec Guillaume, vous êtes venu me présenter un prototype et j'ai pu tester une scène, un scénario, on va dire, de harcèlement sexuel dans le cadre de ton travail. Et c'est vrai que le fait de mettre le casque de réalité virtuelle, c'est vraiment, comme tu dis, une expérience immersive. Et je trouve que tu arrives très bien à ressentir le sentiment oppressif de cette configuration. Et bon, même si là, en l'occurrence, le scénario, c'est un scénario test et qui ça va très vite. Enfin, la situation était
très vite très explicite. Effectivement, dès les premières remarques, dès les attentions non sollicitées, tu vois tout de suite la différence est manifeste entre le collègue qui s'en fout, enfin qui est un peu juste un collègue, et le collègue qui s'en fout pas, mais qui prête un peu trop d'attention pour juste un collègue. Et bien sûr après ça va crescendo. Et de la même façon que j'avais été assez bouleversée par alors c'est une réalité virtuelle mécanique, mais c'est la sécurité routière qui te fout un masque avec une vision un peu kaléidoscope qui reproduit ton champ de vision après X verres d'alcool et qui fait qu'on te lance une balle de tennis et tu n'arrives pas à la rattraper alors que tu n'as pas bu d'alcool. Donc c'est bien que le problème est que tu ne vois pas, donc tu ne peux pas ajuster tes mouvements, et même marcher ça devient impossible, donc tu arrives vraiment à ressentir des sensations. Et vraiment j'avais le casque sur les yeux, et quand le mec s'approchait de moi, je bougeais sur la chaise, mon langage corporel a été modifié face à un film de 7 minutes où je commence assise droite sur ma chaise, et en fait je termine avec les jambes croisées, les bras croisés en train de me tenir à l'épaule, le coude croisé sur ma poitrine, et alors qu'il n'y avait personne en face de moi, mais j'avais envie de décocher une gifle. On l'a fait tester à des hommes, et ils se tendent énormément, ils se reculent beaucoup. Ah oui, bah tu m'étonnes. Ah oui, parce qu'ils respectent pas la distance. Et c'est fou parce que c'est quelque chose qui est assez impossible à raconter. C'est-à-dire de dire cette personne envahit systématiquement mon espace personnel. Ouais. Et puis en plus d'une culture à l'autre, ça change. Enfin, par rapport à un japonais, nous on est invasif de base en France, et par rapport à des peuples plus latins encore, on est prude. Plus, dans un procès ou dans une affaire qui a été traitée par la VFT, donc l'association des violences faites aux femmes au travail, il y a eu un cas où les patrons, les directeurs ont dit non mais en fait c'est notre méthode de management, elle est très tactile et familiale et familière, et c'est comme ça qu'on travaille en fait. Oui, d'accord. Okay. Voilà, donc vous m'avez présenté ce projet, et moi qui ai vécu des situations de harcèlement, alors pas sexuel, mais de harcèlement moral dans un autre emploi, je suis très sensible à ça, et j'étais très contente de voir que post-MeToo, ça y est, il y a des choses qui bougent, et des outils qui sont développés pour ouvrir le dialogue, et qu'on puisse parler de ces sujets, qu'on puisse essayer de faire comprendre des situations que d'autres personnes vivront jamais, et tant mieux pour elles, pour qu'on puisse avancer en tant que société et pas rester enfermé dans une guerre des sexes entre guillemets, et je déteste cette caricature parce que c'est pas ça qu'on veut, quoi. On veut avancer ensemble. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup pour tout ça. Je vais te poser une dernière question parce que je la pose à tout le monde. Vas-y. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? Ah oui. Alors, il y en a plusieurs. Globalement, c'est genre de se caser un peu, ou en tout cas rentrer dans la norme, ou pas trop faire de bruit. Mais bref, non, c'est genre trouve un CDI, parce que donc moi je suis journaliste précaire. On m'a toujours dit genre le journalisme c'est bouché, il y a pas de boulot, il y a pas de, ou alors le sexe c'est quand même pas trop sérieux. Ça on me l'a pas trop dit, mais un peu quand même. Ou alors c'est un peu bizarre, voilà. Et puis un jour il y a une copine qui m'a dit quand même là tu devrais te faire une petite période d'abstinence sexuelle, parce que je sortais d'une relation compliquée, et je m'étais dit mais je l'adore, mais je pense que c'était pas du tout malveillant, mais je me suis dit mais à quel moment tu penses que ça va me faire du bien là de m'abstenir sexuellement alors que genre je sors d'une rupture et que j'ai trop envie justement d'aller voir ailleurs. Et c'était marrant. En fait je pense que ça rejoint l'idée de en fait je pense qu'elle le voyait dans une idée de bien-être et de dire prends du temps pour toi, t'as pas besoin de mec, voilà. Mais et puis mais sauf que c'est gênant parce que ça renvoie à l'idée que s'abstenir sexuellement, ça veut juste dire ne pas baiser avec un mec, ce qui est complètement absurde parce que tu peux faire plein de trucs, tu peux faire des trucs toute seule. Oui. Voilà, tu vois, et puis ou avec des filles. Moi, je faisais pas de trucs avec des filles, mais tu peux faire un truc toute seule. Et donc voilà, c'était pas un super conseil. Et donc je veux dire le conseil que moi j'aurais envie de donner, parce que c'était l'autre question, je crois. Ouais. C'était de ne rien s'interdire. Alors ça fait un peu. C'est un bon conseil. T'as pas besoin de justifier. C'est un très bon conseil. Ok. Ne rien s'interdire. Voilà, être journaliste sexo, être maçon, faire du grand reportage, faire ce qu'on veut en fait. Être coiffeuse. Moi, je voulais trop être esthéticienne avant, mais bon, maintenant je suis journaliste, mais je veux dire être ce qu'on veut et ne rien s'interdire, quoi. Merci beaucoup, Pauline. C'était passionnant. Merci beaucoup. Donc, Pauline Verdusier, et tu es journaliste freelance. Et on peut te retrouver, j'imagine, sur tes réseaux sociaux, sur Internet, t'as un oui, site. Sur les réseaux sociaux. Puis dans Slate ou dans Néon, Les Inrocks. Merci beaucoup. Merci Clémence.
Sois gentille, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.